Pour attirer plus de touristes, les villes construisent des récits et se mettent en scène dans des stratégies publicitaires. Elles se saisissent d'images, de symboles pour promettre aux visiteurs une expérience singulière de la ville. Le récit des villes, celui de Lyon en particulier, est de plus en plus empreint d'une visée touristique. De Guignol à la Fête des Lumières, en passant par les Bouchons lyonnais ou encore son grand stade, l'identité et l'image de la capitale des Gaules se construisent autour de nombreux symboles, de nombreux clichés qui sont savamment sélectionnés, savamment entretenus et également construits. Les pouvoirs publics s'en saisissent pour dresser des stratégies publicitaires qui sont destinées à attirer donc de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, mais aussi et surtout des touristes. Ce marketing territorial, touristique, ne s'appuie pas seulement sur des éléments patrimoniaux qui préexistent, mais il est aussi à l'origine de nouveaux aménagements, de nouvelles pratiques et de nouvelles organisations urbaines qui sont destinées justement à satisfaire cette expérience touristique. Comment et pourquoi ces symboles et ces clichés sont-ils préférés à d'autres pour intégrer le récit publicitaire de la ville? Et en quoi l'industrie touristique a-t-elle bousculé les codes et participé à redessiner le portrait d'une ville comme Lyon? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui au cœur de l'exposition Portrait de Lyon, proposée au Musée Gadanne, qui coproduit cette vidéo en partenariat avec Pop Science et l'Université de Lyon. Et pour ce faire, nous recevons deux universitaires lyonnais avec qui nous allons décrypter comment se construit, se fabrique le récit d'une ville, comment est-ce qu'il se diffuse et comment l'industrie touristique a redessiné le portrait des villes, et celui de Lyon en particulier. Deux universitaires aux spécialités très complémentaires, la géographie d'un côté, avec Isabelle Lefort, professeure à l'université Lumière Lyon 2 et membre de l'Institut universitaire de France, et de l'autre côté, la sémiotique, les sciences du langage, avec Julien Tiburce, chercheur postdoctoral au LabEx Aslan et au laboratoire ICAR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Commençons, si vous le voulez bien, par la fin du siècle dernier, un moment de rupture dans la fabrique des récits de la ville avec la mondialisation, l'accélération de tous les flux touristiques, financiers, commerciaux, etc., qui ont engagé de profondes métamorphoses urbaines et fait émerger un paradoxe que je trouve intéressant pour commencer notre entretien. D'un côté, la ville se standardise pour optimiser l'accueil des personnes, pour optimiser ceux qui affluent en masse, les touristes, des lieux donc qui se normalisent, qui sortent de terre, au premier rang desquels les hôtels, les aérogares, etc., aussi neutres que possible, en tout cas érigés pour faciliter le transit et le flux des voyageurs. Donc standardisation nécessaire a priori d'un côté évidemment, mais de l'autre, le besoin quand même de se distinguer se fait aussi ressentir dans les grandes villes. En tout cas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il faut commencer à rivaliser d'ingéniosité pour attirer plus de prétendants à la visite que leurs voisines. À Lyon, c'est les quais qui sont réinvestis, la ville fait ses armes dans l'événementialisation avec la Fête des Lumières. Bref, les villes prennent conscience de l'existence d'une concurrence. Isabelle Lefort, comment est-ce que vous analysez ce paradoxe entre standardisation d'un côté et besoin de distinction dans la concurrence touristique de l'autre? Ce paradoxe, me semble-t-il, est en fait juste la traduction du processus même de mondialisation, qui est un processus biface, qui est un processus double. Il y a un premier volet qui est celui de l'accélération, de l'accentuation des flux, et donc qui induit une normalisation à des échelles qui excèdent très largement les échelles nationales, en particulier pour l'hébergement, le transport, les mobilités dans leur ensemble. Mais le ticket d'entrée sur le marché initié par la mondialisation s'effectue en faisant valoir une valeur ajoutée, quelque chose qui va signifier, qui va identifier, qui va caractériser, qui va singulariser un produit, pour employer un terme de marché, dans la palette globale des offres. Donc c'est un paradoxe certes, mais c'est un paradoxe qui trouve son fondement, son explication dans le processus même de mondialisation qui joue sur ces deux tableaux. Julien Tiburce, pour vous, quel intérêt est-ce qu'il y a à distinguer la ville à cette époque, justement? Peut-être en rebond à ce que disait Isabelle, quelle comparaison, distinction est-ce qu'on peut faire entre la stratégie que va opérer Lyon, d'un côté, et celle d'autres villes européennes à cette même époque, qui se transforment aussi? D'abord, en tant que linguiste, je trouve qu'il est intéressant de s'arrêter sur l'expression « distinguer la ville ».
et on peut avoir deux acceptions au moins du terme distinguer. D'abord, il y a le fait de percevoir des différences entre des territoires sur le plan vraiment spatial, leur construction, leur organisation territoriale, infrastructurelle. Et puis d'un autre côté, distinguer la ville aussi, c'est donner, attribuer des distinctions, des labels dans une perspective d'internationalisation, de marchandisation, de marketing territorial. Et là-dedans, entre ces deux perspectives, eh bien, il y a des choses intéressantes à étudier sur le plan des discours, notamment des discours de valorisation du territoire par des institutions, donc des institutions politiques, des institutions culturelles, des institutions sociales. Et il me semble que là où on se trouve ici, dans l'exposition Portrait de Lyon, il y a une mise au travail, une mobilisation de ces deux acceptions de distinguer la ville, de dresser un portrait, ou plutôt même des portraits de Lyon. Et donc, on laisse la place à différentes voix, à différents matériaux pour justement exprimer ces deux versants entre une approche institutionnelle d'une opération de différence d'un territoire pour une compétition entre Lyon et puis d'autres villes plus ou moins proches, à différentes échelles, comme vous le disiez Isabelle, et d'autres voix qui sont, elles, plus, on va dire, ordinaires, celles des habitants, avec d'autres registres que ceux qui sont mobilisés par les institutions. Quels sont les leviers de distinction, si on devait en citer quelques-uns, quelques exemples? Alors, je pense que pour une approche un peu systématique des choses, on peut voir qu'il y a plusieurs domaines déjà sociaux qui sont en jeu, politiques, culturels, et donc de ce point de vue-là, par exemple, sur le plan du patrimoine architectural notamment, eh bien, la construction d'un bâtiment au XXIe siècle, elle va se positionner justement sur différents registres, et c'est des problématiques qui ont été posées, notamment si on pense au cas spécifique du musée des Confluences, qui est un symbole spécial, propre à la ville de Lyon, qui permet justement d'associer, si on peut dire d'une certaine manière, le musée des Confluences comme symbole culturel de la ville de Lyon. Et donc, dans la construction de ce bâtiment qui est destiné à être une institution culturelle, il y a, en trame de fond, des enjeux politiques, des enjeux sociaux qui sont impliqués. Le musée des Confluences en est un exemple. Ces choix d'objets urbains qui sont les ingrédients de la narration touristique, je trouve qu'ils posent question. Et ils s'inscrivent dans une sorte de nouvelle grammaire en fait, qui marque, Isabelle Lefort, une sorte de début d'expérience de consommation de la ville, peut-être consommation touristique en premier chef, vous allez nous le dire. Est-ce que si on accepte ça, on peut dire que la ville est un produit? Et si oui, comment est-ce que ça se concrétise? Le terme de consommation se décline sur un empan, sur une palette extrêmement large de modalités d'être dans une ville. Voilà. Donc une consommation, ça peut s'entendre comme le fait simplement de se promener, de déambuler. Et d'ailleurs, les pratiques de déambulation ont très largement été revisitées par rapport aux anciennes formules de visite guidée. Il y a eu une déclinaison tout à fait significative des modalités d'être dans la ville. Elles sont organisées. Elles sont organisées, mais elles sont organisées aussi sur des modalités, sur des thématiques. Je vois par exemple l'Office de tourisme valorise depuis déjà un moment, mais à Lyon comme ailleurs, le produit de la visite insolite. C'est-à-dire qu'en dehors des produits clichés de la visite, sont advenues des visites qui sont thématiques, sur les marges, qui mettent le coup de projecteur sur des choses qui n'étaient pas vues auparavant. Bon. Donc c'est une modalité de la consommation, mais il y en a d'autres. Il y a des modalités plus matérielles. Consommer une ville, c'est aussi consommer ce qu'elle donne à voir en termes d'événements culturels. Et l'événementialisation touristique, l'événementialisation culturelle font fondamentalement partie de
mise en œuvre d'une destination touristique. Et puis enfin, de façon encore plus matérielle, concrète, il y a une consommation qui est celle des produits de la ville au sens alimentaire, gastronomique. Et à Lyon, effectivement, cet aspect-là est largement et traditionnellement mis à l'honneur. Et ça se concrétise encore plus par des stratégies de marketing, enfin, de branding. Au-delà du label dont parlait Julien, il y a eu aussi la marque de territoire qu'on vendait, au-delà du label. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, le branding? Je pense que ça dit la dynamique même du marché. La démultiplication des labels en France, ailleurs aussi, mais puisque nous sommes sur ce cas-là, la multiplication des labels est assez spectaculaire même à observer sur le dernier quart de siècle. Et ça touche tous les pans de la vie économique, culturelle et sociale. Un label, c'est assurer une qualité de, c'est assurer le respect de normes de. C'est, ce faisant, une façon d'assurer une généricité de l'offre. Le branding, par la marque, fait passer l'offre d'une généricité de qualité à une singularité de destination. Et depuis 1978, le premier branding international, il y a Café Flores dans le monde de la communication qui est celui de New York, mais après nombreuses sont les grandes villes qui, dans leur stratégie de développement et de structuration et d'organisation de l'activité touristique, se sont adonnés à cette pratique-là. Donc le branding, c'est une façon aussi, et sans doute très très significative, d'assurer le passage d'une offre qualifiée par sa généricité à une offre qualifiée par sa singularité. Only Lyon pour Lyon, I Amsterdam pour Amsterdam, voilà. I Love New York, etc. En dehors du branding et de la labellisation, Julien, quels autres repères sémiotiques sont les signes de cette marchandisation de la ville? Dans l'architecture, dans l'ambiance, peut-être ailleurs? Donc en effet, votre question, elle pointe à la suite de la réponse qui vient d'être donnée par Isabelle, différents langages qui sont mobilisés. Il y a non seulement des discours qui font appel à un langage verbal, et donc là on a des termes qui sont mobilisés par des institutions politiques, culturelles, sociales pour mettre en valeur avec des mots un territoire, mais il y a d'autres langages qui sont mobilisés dans la ville, comme le langage architectural, le langage urbanistique, et là c'est un autre enjeu d'un point de vue des sciences du langage d'étudier ces types de discours. Et donc, par exemple, dans le cadre de la thèse que j'ai réalisée en collaboration avec le musée Gadagne, justement, qui portait sur des balades urbaines guidées sur la thématique de l'esprit skate, qui était donc menée en collaboration, en duo, par deux skateurs, deux professionnels de l'image du skateboard, on a eu l'occasion d'aller traverser certains espaces de la ville de Lyon, qu'on a appréhendé depuis une perspective du skateboard, et en l'occurrence le skatepark, le bol de la Guillotière, donc qui est un symbole pour les Lyonnais, qui est un point de repère, un point de rencontre, un lieu où on va se retrouver pour y rester ou pour aller autre part, mais qui est aussi un point de repère à l'échelle internationale, et notamment pour les skateurs. Et du coup, sur le plan du développement territorial, de l'organisation infrastructurelle, dans le projet d'aménagement des quais, qui va donc de la Cité internationale jusqu'au musée des Confluences, le skatepark est un élément de cette séquence, de cette narration spatiale finalement. Et donc, il y a plusieurs approches de cet élément urbanistique. D'un point de vue politique, on l'appelle skatepark, par exemple, et donc c'est un lieu qu'on va désigner, qu'on va dénommer comme étant propre, propice à la pratique du skateboard. Mais depuis le point de vue des skateurs, cet équipement public n'est pas un skatepark parce qu'il est réalisé d'une telle manière que les courbes qui composent les courbes du bol, que la matière qui n'est pas du bitume autour du sol, mais qui est un sol qui est rugueux, granuleux, vient écorcher la peau.
Et donc, eh bien, dans le développement de certaines architectures dans l'espace urbain, on voit qu'il y a plusieurs valorisations qui sont attribuées à un même équipement public. Et donc, d'un point de vue d'une étude des pratiques même des équipements publics, il est intéressant comme ça de mettre en résonance et de mettre en regard différentes perspectives sur un même espace. C'est un skatepark politique, mais ce n'est pas un bon skatepark pour les skateurs. Voilà, par exemple. Voilà, on peut formuler ça comme ça de manière synthétique. La concurrence entre les villes fait donc rage, à tel point que la nouvelle tendance est d'occuper les premières places de classement comparatif, qui désigne les meilleures cités où vivre, manger, faire du sport, respirer, etc. Il faut dire que les citoyens sont aussi devenus des clients qui adoptent un comportement de plus en plus participatif, on va dire, en tout cas qui notent. Et en ayant accès à des espaces de discussion, de critique et d'analyse, ils vont participer à cette notation de l'offre territoriale et urbaine et touristique. Les classements sont donc autant d'arguments pour consolider les récits de promotion, d'attractivité et de positionnement d'une ville face à ses rivales. Et ces récits sont formalisés dans ces stratégies dont on a parlé, de city branding, de marketing territorial, etc. En valorisant ces lieux anthropologiques, la ville attire, concentre des touristes, des entreprises, des hauts revenus, de nouveaux habitants, des infrastructures de pouvoir, etc. On en viendrait presque même à se demander si ces récits, au final, sont bien fidèles aux réalités sociales et économiques du territoire. Bref, chacun y va de son avantage concurrentiel, un nouvel aménagement urbain, un nouveau musée signé d'un grand architecte, une piétonisation, un nouveau festival, etc., etc. Le portrait d'une ville peut-il indéfiniment se construire sur le principe de la surenchère? Pas si sûr. Isabelle Lefort, justement, Lyon est une des premières villes à avoir appliqué le principe de marketing à son territoire, avec la stratégie Only Lyon, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Et au cœur de cette stratégie, le tourisme et les loisirs ont une importance primordiale, vu notamment leur immense capacité à attirer et à retenir des flux de visiteurs, et donc à générer des revenus sur le territoire et de l'activité économique. Ces nouveaux récits, ces mises en scène, ces symboles qui sont désormais distillés par la ville, sont-ils avant tout pensés pour le tourisme et pour l'expérience de consommation ludique de la ville aujourd'hui? L'activité touristique n'est plus un supplément d'âme, c'est plus une économie de cueillette, comme ça a longtemps été le cas, un plus que la ville pouvait offrir, proposer, mais est devenu un élément structurant du système, en l'occurrence ici, du système métropolitain. Ce faisant, l'activité touristique participe du besoin de construire des repères d'attractivité, et ces repères d'attractivité se déclinent et eux-mêmes participent à la totalité des activités urbaines. Donc, la question que vous me posez, peut-être que, in fine, elle consisterait, en tout cas je peux la traduire comme ça, elle consisterait à penser que l'activité touristique est une activité motrice. Voilà. Et si l'activité touristique est pensée, conçue comme une activité motrice dans une dynamique de système métropolitain, je pense que c'est une façon très déséquilibrée, voilà, de concevoir une dynamique métropolitaine. Et derrière ce type de dissymétrie, d'inégalité dans les paramètres métropolitains, se rejoue encore effectivement ce dont parlait Julien tout à l'heure, des questions qui sont des questions politiques, territoriales, sociales. Julien, à force de chercher justement à attirer et à vendre la ville à ceux qui n'y sont pas encore, est-ce qu'on n'a pas tendance à trop essentialiser le message à quelques points saillants du territoire, mais à un slogan, quelques monuments, mais à tel point qu'au final, on est loin de la réalité des usages de la ville au quotidien? Ça, c'est une question qui est intéressante et à laquelle il est difficile de répondre en... Je ne vous pose pas des questions faciles. Non, pas facile. Mais par contre, encore une fois, je pense qu'il est intéressant de voir dans les discours, dans les corpus finalement, parce que c'est ça, si on peut dire un peu mon travail, c'est d'étudier comment ça se produit sur pièce finalement. Eh bien, si on prend l'exposition Portrait de Lyon comme terrain pour répondre à la question que vous proposez, il est intéressant de voir justement comment une institution culturelle comme les musées Gadagne, qui dressent un portrait de la ville de Lyon ou des portraits de la ville de Lyon dans une perspective historique,
se saisit de cette question qui consiste à ne pas essentialiser l'image de la ville de Lyon et qui ne consiste pas à réduire la ville de Lyon avec des vues avec le terme en anglais qu'on peut dire par exemple qui est sightseeing, qui est le fait de voir des highlights, des points de vue exceptionnels de la ville de Lyon. Et donc il y a des coups de projecteur qui sont faits aussi sur des espaces que l'on peut caractériser de plus ordinaires, des espaces qui sont plus vécus par les habitants au quotidien. Et donc l'un des enjeux cruciaux de la constitution d'un récit depuis le point de vue des institutions, c'est justement d'arriver à négocier ces deux pans, qui est celui d'arriver à donner des vues qui traduisent une vision emblématique d'un territoire qu'on arrive justement à bien distinguer, comme on le disait tout à l'heure, et en même temps à préserver et à traduire l'image des habitants, l'image du territoire tel qu'il est vécu par les habitants. Et donc je crois que dans l'étude, en tout cas linguistique et sémiotique, que l'on peut faire de cette exposition, mais aussi d'autres matériaux discursifs, il y a toujours un regard, une attention à prêter sur la manière dont ces deux plans sont négociés dans les discours. Et au-delà de ces coups de projecteurs qui sont faits sur les symboles, sur des emblèmes, qui sont là pour aussi distinguer le territoire dans le discours, etc., tout ce dont on vient parler, j'ai l'impression aussi que la manière dont on fait un discours montre une certaine décorrélation entre les stratégies de marketing et la réalité du territoire. Donc je reprécise un peu ma question sur est-ce qu'en parlant de Only Lyon, de Lyon is in the air, on ne réduit pas au final la seule expérience touristique à Lyon, alors qu'au final notre territoire lyonnais, c'est aussi Villeurbanne, c'est aussi des quartiers de Lyon qui ne sont jamais visités, c'est aussi la Duchère, Oulin, Bron, etc. Est-ce qu'on ne réduit pas trop l'expérience touristique alors que c'est une stratégie qui est portée par la métropole et donc par une cinquantaine de communes? Pour répondre à votre question, et puis dans la suite de ce que Julien vient de développer, le sightseeing, c'est le ressort premier historique, culturel de la pratique touristique. C'est ce qui se cristallise dès les premiers guides, au tout début, dans le premier tiers du 19e siècle. Cette cristallisation des lieux obligés, cette cristallisation, c'est elle qui produit, qui concrétise, qui matérialise les lieux structurants d'une attractivité touristique. Ce qu'on observe aujourd'hui, et ça rejoint la question que vous portez sur la focale d'Only Lyon, ce qu'on observe aujourd'hui, ce sont des attractivités qui valorisent à la fois des points, et là c'est la géographie qui cause, c'est-à-dire des lieux, d'accord, et puis aussi des surfaces, des quartiers, des îlots, des marges. La Croix-Rousse. La Croix-Rousse, en tant que quartier. Bon. C'est ce passage-là entre le point et la surface qui caractérise dans l'usage des espaces urbains les pratiques touristiques. Mais la marque Only Lyon, dans ses logiques intrinsèques propres, qui sont celles de logique de marché, de marque et de marché, ne peut pas faire l'économie de s'appuyer d'abord sur les lieux emblématiques, sur les lieux cristallisés, sur les lieux pour lesquels il y a déjà une reconnaissance. L'activité touristique telle qu'elle est conçue en termes de déploiement d'activités par une très grande totalité des acteurs, c'est de faire mieux connaître la totalité de... Et on voit bien comment, avec les années 90, les spots touristiques culturels initiaux de Lyon, qui étaient tous concentrés dans le Vieux-Lyon et la Presqu'île, se sont déployés dans les arrondissements adjacents, le 3e, le 7e, le 8e, l'Institut Lumière, la Guillotière, le musée urbain Tony Garnier. Et bon, voilà. Donc cette nappe d'attractivité, à partir d'un hypercentre touristique vers des arrondissements qui sont plus périphériques, elle traduit ce mouvement, ce passage, cette volonté d'aller, de construire une attractivité par un lieu, par un point qui rassemble à des surfaces, des quartiers, des territoires, des morceaux d'arrondissement, avec lesquels, au sein desquels les touristes vont pouvoir déambuler et consommer la ville. Donc de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, je pense, de remarquer, c'est que l'activité touristique est toujours une activité de reconnaissance
de reconnaissance. Et pour reconnaître, eh bien, il faut que ce soit du déjà là, du déjà vu, du déjà su, du déjà connu. Et tous les enjeux actuels, c'est de faire passer de ce déjà là, déjà su, déjà connu, à l'avènement, à l'arrivée, à l'invention de nouveaux lieux à connaître, avant qu'ils ne deviennent reconnaissables. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche bien, il n'y a jamais eu autant de touristes à Lyon, etc. Justement, à force d'avoir marketé son offre territoriale, est-ce que sur certains des points dont vous parlez, ou des surfaces dont vous parlez, on n'est pas arrivé à une forme de Disneylandisation de la ville? Je m'explique, un endroit, des surfaces, des points où l'offre économique, culturelle, sportive, peu importe, ou architecturale devient un spectacle dont il faut faire l'expérience en tant que touriste à tout prix, parce que c'est écrit, parce que c'est vendu ainsi. Est-ce qu'on en est là et est-ce que c'est tenable comme modèle? À titre personnel, je n'emploierai pas le terme pour la ville de Lyon et pour la destination lyonnaise. Je ne l'emploierai pas, sans doute pour une raison, pour une principale raison, même s'il y en a d'autres. La Disneylandisation est un processus qui fonctionne sur le principe du fac-similé, hein, d'une reproduction comme si. Bon. Ça vaut pour les parcs, ça vaut pour certaines destinations touristiques urbaines, mais pour Lyon, je ne l'emploierai pas. L'attractivité lyonnaise, la promotion lyonnaise ne s'effectue pas sur du fac-similé. Elle s'effectue fondamentalement, comme nombre de ses concurrentes, sur de la mise en valeur, de la scénarisation, de la production de récits, de la mise en scène. Les murs peints à Lyon, en particulier ceux du Vieux-Lyon, celui qui est le plus au nord, est fabuleux parce qu'il montre les décors sur une fresque en trompe-l'œil. Voilà, il montre en trompe-l'œil le lever de rideau. C'est fabuleux. Hein. C'est vraiment dire aux touristes, toi, touriste qui passe, tu vas rentrer dans un espace qui est aussi un espace. Qui peut Mais à l'inverse d'autres murs peints, il n'a pas bougé, lui. Alors, ce mur peint n'a pas bougé. Alors qu'effectivement, il y a des murs peints qui, eux, collent à l'évolution même et à la dynamique du quartier. Le mur peint à Croix-Rousse, qui en est à sa 3e génération, a parfaitement suivi dans l'effet miroir qu'il donne aux Croix-Roussiens et aux touristes qui passent sur le boulevard, un effet miroir de l'évolution continuée du quartier de la Croix-Rousse. Voilà. Donc il y a des scénarisations, des spectacularisations, évidemment avec les 2 grandes biennales, mais pas un processus de Disneylandisation. Lyon ne s'est pas Disneylandisé, mais c'est festivalisé. Je ne sais pas si... Lyon est vraiment devenue une ville festive. Elle a cherché à le devenir, hein, parce que c'est une modalité fondamentalement culturelle, et que la culture est un élément extrêmement structurant d'une offre territoriale. Donc c'est devenu une ville festive, à l'instar de beaucoup d'autres. Finalement, on se rend bien compte, avec vos propos, qu'il existe des portraits, des récits, des identités de la ville. Mais pour tenter de répondre à la question de notre entretien, à la question initiale, et de faire écho à l'exposition des musées Gadagne, comment est-ce qu'on finit par fixer, malgré tout, le portrait d'une ville? Quels éléments du quotidien, quels objets de la ville deviennent au final assez puissants pour passer de l'état d'objet à l'état de symbole, ou à l'état de cliché, ou à l'état d'emblème? Et à quel moment est-ce qu'ils virent à ce cliché? À quel moment, par exemple, Julien, les bouchons lyonnais sont-ils passés de la simple cantine au fer de lance de l'argumentaire gastronomique lyonnais? J'aurais du mal à répondre à cette question avec la précision, je crois, d'un historien des pratiques culinaires, donc sur le plan de l'évolution vraiment à proprement parler historique en vous donnant des dates. Par contre, il me semble que je peux essayer de donner quelques éléments de réponse sur le processus que ça implique, qui est celui, par exemple, de créer un restaurant qui est le bouchon, qui va s'inspirer des pratiques culinaires ordinaires qui étaient celles des familles lyonnaises finalement. Et donc, eh bien, ce passage d'une pratique culinaire ordinaire à une pratique culinaire institutionnalisée à travers une entreprise comme un restaurant, ça indique déjà quelque chose et ça indique déjà, si on peut dire, une sorte de patrimonialisation, un processus de patrimonialisation où on va reconnaître
une pratique culinaire une pratique culinaire des bouchons, pardon, comme étant valable et pertinente, non seulement pour être proposée aux habitants qui habitent un territoire, en l'occurrence la ville de Lyon, mais aussi une pratique culinaire et des mets, des plats qui vont être justement emblématiques d'une manière de faire la cuisine à la lyonnaise et donc qui vont être proposés à des personnes qui ne sont pas des habitants de Lyon, mais en l'occurrence des touristes. Et ça, c'est une sorte d'argumentaire du traditionnel, de l'authentique, qui fait partie des discours de marketing touristique et territorial. Est-ce qu'il y a d'autres objets de la ville qui subissent le même sort, un peu, que les bouchons? Alors pour aller dans votre sens et même poursuivre la réflexion sur l'authenticité, il y a une expression ordinaire dans le langage courant sur laquelle il est intéressant de s'arrêter, c'est celle d'attrape-touriste. Et donc au quotidien, pour un habitant qui habite un territoire, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne ou autre, quelqu'un va reconnaître un restaurant, un certain type de bouchon comme étant un attrape-touriste qui ne sera pas un véritable bouchon lyonnais, alors qu'il y en a d'autres bouchons lyonnais qui ne sont pas des attrape-touristes et pour lesquels il est valable d'aller manger, d'aller déjeuner, dîner en tant qu'habitant même de ce territoire. Et là, je pense que le rôle de la labellisation, dans cette identification de pratiques et d'objets culturels comme étant authentiques, c'est une valeur ajoutée pour justement distinguer et faire la part, faire le tri entre ce qui est authentique pour les habitants eux-mêmes et ce qui n'est pas authentique et qui est valable pour être proposé à des ignorants finalement d'un territoire. Et du coup, ce rapport à l'authenticité, il implique une relation à la connaissance finalement et au savoir qu'on peut avoir comment dire, on pourrait presque dire des compétences autochtones finalement, c'est-à-dire des savoirs et des relations à l'espace qui sont propres à des habitants d'un lieu. Isabelle, quelles autres catégories de symboles justement sous-tendent le récit lyonnais? Alors, je pense qu'effectivement, on peut élargir la palette, mais pour continuer le propos sur l'alimentation culinaire et gastronomique, moi qui ne suis pas lyonnaise, j'ai été frappée en arrivant ici, il y a de ça une grosse vingtaine d'années, de la fierté lyonnaise en la matière. Bon. Cette fierté m'a interrogée. Je viens des Flandres, moi, où on n'est pas si fier comme ça. Des recettes locales. Et en travaillant un petit peu, j'ai appris et donc compris combien cette fierté lyonnaise était initialement aussi un effet de communication. Quand Kurnowski invente Lyon, capitale de la gastronomie dans les années 30, c'est un coup de force, communicationnel. Ouais. Et ce qui au départ est un discours de communication est intériorisé de telle sorte que cela devient une dimension authentique de la relation que les Lyonnais peuvent avoir tissée avec leurs pratiques alimentaires. Alors, les autres symboles, avant qu'ils ne deviennent peut-être des clichés, peut-être qu'un cliché, c'est un symbole qu'à la vie dure, voilà, qui s'est cristallisé depuis tellement longtemps qu'il devient évident. Et donc qui doit être vu et doit être répété. Les processus de distinction, pour en revenir au propos initial, les processus de distinction nécessitent de recourir à des matérialités. Donc la matérialité alimentaire autour de l'alimentation, le culinaire, voire le gastronomique lyonnais, en sont une, mais il y a d'autres matérialités qui, depuis longtemps, servent l'iconographie lyonnaise. Bon, parmi ces matérialités, il y a évidemment Fourvière. Bon. Parce que Lyon est une ville dont l'histoire sociale, politique et culturelle est très très fortement liée à la catholicité. C'est quand même la capitale des Gaules.
aussi, et que cette capitale des Gaules a vu s'y passer des événements forts dans l'histoire de la chrétienté. Et en termes d'entrée de ville, c'est encore une des deux affiches principales de la ville, Lyon, capitale des Gaules. Bon. Donc il y a des lieux, il y a des pratiques, mais qui dans leur construction patrimoniale, non, mais dans leur construction d'une patrimonialité mobilisable dans le champ touristique est plus complexe. Je pense à la soie, et effectivement, on a là derrière nous ces jolis éléments iconiques. La soie qui fait l'objet d'une multipolarité dans la construction identitaire, que ce soit par son image d'histoire sociale, canut, d'histoire technique ou d'histoire commerciale. Enfin bon, il y a toute une palette de valorisation. Et puis peut-être aussi en termes de architecture, on a parlé de Confluence tout à l'heure, c'est quand même le plus ancien musée lyonnais, c'est le musée Guimet, un vieux muséum 1803 dans la tradition des élites intellectuelles, scientifiques d'une grande ville de province, qui s'est trouvé totalement transmuté en termes de messages dans le musée des Confluences, puisqu'on est passé d'une collection qui disait le collectif savant intellectuel commerçant de Lyon, un message qui dit quelque chose qui est somme toute très très générique, c'est l'homme dans le monde. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un déplacement tout à fait significatif dans les lieux symboles, et d'une certaine manière, alors là c'est peut-être la géographe qui cause, il y a une forme de dilatation d'échelle, de mondialisation des échelles dans les symboles aujourd'hui promus par Lyon. Confluence est un symbole qui dit le monde, qui ne dit dont l'architecture, dans son genre, dit le monde, dans son cas, dit Lyon. Il suffit de regarder les cartes postales, les sites internet, voilà. Mais dont les collections et l'agencement des collections dit un Lyon profondément inséré dans un espace mondialisé. Et le nom aussi. Et le nom, évidemment, alors le nom, lui, relocalise, puisque relocalise, reterritorialise. Mais là, on a sous les yeux un joli cliché avec 6 personnages qui constituent autant de fils directeurs de la belle exposition. Et moi, la première fois que je suis venue ici, ces 6 personnages m'ont fondamentalement fait penser à la belle pièce de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. Et 6 personnages en quête d'auteur, ça dit qu'il existe des personnages, c'est-à-dire qu'il existe des lieux, il existe des emblèmes, mais que, en fonction de l'histoire qu'on veut leur faire raconter, on les fait travailler ensemble, on les fait se combiner ensemble, on les fait discuter ensemble ou pas. Voilà. Je trouve que le choix qui a été fait là dans l'exposition est tout à fait révélateur de cette pluralité. Voilà. Cette pluralité des portraits. Malgré tout, il y a des symboles auxquels on ne peut pas échapper, j'ai l'impression, dans une ville. Il y a vraiment une identité intrinsèque, que ce soit par la topographie, la géographie, la mise en espace, la mise en scène, à laquelle on ne peut pas échapper. Des incontournables. Oui. Sont c'est même un argument marketing, ces incontournables. Bien sûr. Mais les incontournables sont aujourd'hui... ne sont plus uniques aujourd'hui. Ils coexistent avec d'autres. Voilà. Et c'est cette coexistence qui est fascinante à l'échelle d'une métropole comme Lyon. Parce qu'on voit bien la résistance des môles d'iconographie. On voit bien le môle de résistance de la Rosette, du Guignol, de Fourvière, du point de vue de Fourvière. On voit bien ça. Parce que ça fait 2 siècles que ce sont des éléments qui participent, ou à peu de choses près, ce sont 2 siècles qui participent de la fabrication d'une représentation de Lyon. Et puis aujourd'hui, adviennent et coexistent d'autres éléments. Je pense en particulier au cliché du skyline lyonnais, qui commence à advenir, évidemment, sur des sites institutionnels, mais quand on regarde les sites personnels, les réseaux sociaux,
sur lesquels les uns et les autres postent les clichés qui ont été pris. Ça constitue des matériaux absolument fascinants pour observer la façon dont les touristes continuent de photographier les clichés et participent de l'invention de nouvelles représentations à très très fort coefficient d'identification. Et le skyline, confluence évidemment, mais le skyline aussi. Voilà. Donc c'est une histoire continuée. Et c'est même devenu un objet commercial et de décoration. C'est devenu, bien sûr, voilà, il y a un profil qu'on retrouve en affiche, en carte postale. J'ai souvent donné comme travail aux étudiants, en particulier dans le Vieux-Lyon, pour des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. J'ai écouté, vous êtes dans un lieu éminemment touristique, il y a plusieurs millions de touristes qui viennent ici. Je vous demande de regarder 3 choses. Les cartes des restaurants, les cartes postales et la carte que l'on vous a donnée à l'office de tourisme. Voilà, vous regardez ces 3 cartes-là, c'est-à-dire ces 3 supports de représentation des identités. C'est un bon outillage pour prendre connaissance des clichés. Oui, en effet. Et là, un exercice qu'on peut mobiliser aussi, notamment en sémiotique, qui consiste à avoir une diversité de matériaux qu'on va presque comme superposer les uns par rapport aux autres, et à partir desquels va se produire une forme de différenciation. Et donc là, les contrastes, ils sont d'autant plus visibles lorsqu'on met en regard plusieurs supports, justement. Et il me semble, pour poursuivre un élément que vous avez introduit sur la coprésence et la coexistence de différentes pratiques, touristiques notamment, et culturelles et sociales, il est intéressant de voir par exemple qu'il y a certaines pratiques touristiques qui sont promues par des institutions culturelles comme Only-Lyon, mais d'autres aussi, et il y a d'autres pratiques comme celle du skateboard qui sont institutionnalisées dans le champ des praticiens du skate, mais qui ne sont pas pour autant valorisées comme telles, alors même qu'elles représentent une vraie plus-value socio-économique pour le territoire. Et donc, il me semble que pour des institutions comme la métropole de Lyon, sur le plan politique, mais des institutions comme Only-Lyon sur le plan économique, il y a une veille quand même et une attention qui est portée, une écoute qui est prêtée à justement l'émergence de nouvelles modalités pratiques et une écoute qui consiste à observer ce qui se passe, on va dire, sur le terrain et d'une certaine manière, dans un processus de patrimonialisation, à réintégrer et à réinstitutionnaliser, à se réapproprier finalement des pratiques ordinaires. Lyon, capitale du skate, comme argument marketing. En effet. Ouais. L'identité d'un territoire ne peut donc évidemment pas se résumer aux constructions réelles ou symboliques qui sont produites pour attirer les seuls touristes. Évidemment, le vécu des habitants, le tissu économique, industriel, la pratique quotidienne, le quotidien marchand également aussi, sont bien entendu partie prenante de la construction des portraits, de l'identité en tout cas, d'une ville. En revanche, on l'a bien vu, les discours marketing touristique et le tourisme de manière générale contemporain participent d'une certaine réorganisation et de nouvelles pratiques et de nouveaux aménagements de la ville. Quoi qu'il en soit, le récit de la ville sont en fait des récits de la ville et sont de plus en plus empreints des exigences de l'attractivité d'une ville comme Lyon, et c'est loin d'être terminé cette mutation des récits. L'exposition Portrait de Lyon des musées Gadagne vous en apprendra certainement davantage sur ces récits, sur leur évolution dans le temps. On croise les doigts pour qu'elle ouvre très rapidement. Merci infiniment à tous les deux pour votre participation et à bientôt sur PopScience pour d'autres réflexions scientifiques sur des enjeux prégnants de nos sociétés. Merci à vous et au musée Gadagne.